Le 28 juillet 2003, en pleine canicule, un incendie se déclare sur la commune de La Motte, dans le Var. Un vent violent attise le feu qui rapidement devient incontrôlable. Les pompiers, déjà aux prises avec plusieurs autres incendies dans le même département, luttent avec acharnement durant 3 jours et 3 nuits. Le 31 juillet, le feu est définitivement éteint. Je garde un souvenir d'épouvante. Parce que on était dans une époque déjà où l'incendie rôdait partout. Et lorsque l'incendie est arrivé sur La Motte, le soir du 28 juillet, évidemment, on a été confronté à une situation que l'on redoutait. Et nous avons vécu dans cette angoisse pendant 3 jours, puisqu'il y a eu reprise le 29 et le 30 juillet. Au matin du 31 juillet, le bilan est lourd. L'incendie a parcouru les communes de La Motte, du Muy et de Roquebrune-sur-Argent. Près de 2000 hectares de forêt plantés majoritairement de chênes verts, de chênes lièges et de pins parasols ont été détruits. 13 pompiers ont été blessés. 300 personnes ont dû être évacuées. À l'automne 2003, 3 mois après l'incendie, les gendarmes pensent tenir un suspect. Stéphane Audibert, 22 ans, un employé municipal de La Motte, est interpellé et placé en garde à vue. Malgré ses dénégations obstinées, il est mis en examen et incarcéré. C'est vrai que quand on est face à une catastrophe, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un responsable que de se dire c'est la faute à pas de chance et on n'a pas pu empêcher les conséquences de pas de chance. Le problème, c'est que dans les autres feux où notamment il y a eu des pertes humaines, on n'a pas eu de responsable. Alors La Motte, on a une surface record brûlée, et puis on a Stéphane Audibert, qui est un petit peu, pour moi, le bouc émissaire de cette situation. En janvier 2006, Stéphane Audibert comparaît devant la cour d'assises du Var à Draguignan. Défendu par maître Florence Leroux-Gristi, le jeune homme nie toujours, farouchement. Il est pourtant condamné à 12 années de réclusion criminelle. L'avocat général Michel Raffin en avait requis 13. Stéphane Audibert est incarcéré à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Il fait appel de sa condamnation, comme la loi le lui permet. Il sait que son nouveau procès aura lieu hors du Var, où les habitants sont encore traumatisés par l'été 2003. À La Motte, les 2700 habitants sont partagés sur la personnalité de Stéphane Audibert. Une majorité se range pourtant derrière Martine, sa mère, qui se bat sans relâche pour tenter de prouver l'innocence de son fils. À ses côtés s'est créé un comité de soutien animé par une enseignante, Sabine Wachalde, également conseillère municipale. C'est déjà l'appel et donc après, voilà, la décision qui sera prise vendredi, ça sera la dernière. Et nous, on espère très fort que, enfin, la vérité va sortir et que Stéphane va être libéré. Parce que moi, je ne vous le cache pas, j'ai ce vendredi là qui va venir. Pour Stéphane, je vais rentrer dans la salle. Ouais. Mais si c'était que de moi, je n'y rentrerai pas. Si c'était que de moi, je n'y rentrerai pas. Le procès en appel s'ouvre le 6 novembre 2006 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. L'audience doit durer 5 jours. L'accusation a convoqué 34 témoins. La défense en a fait citer 9. Aucun pompier ne s'est constitué directement partie civile. La famille, le clan Audibert, fait bloc autour des parents de Stéphane. Oncles, tantes, neveux, nièces, amis, tous sont bien décidés à assister au procès jusqu'au verdict. Tous espèrent un acquittement. Stéphane Audibert, c'est quand même quelqu'un qui a un peu les nerfs à fleur de peau, qui a une personnalité qui est la sienne, qui est attachante et qui en même temps est relativement simple. Et là, il est angoissé et en même temps il est plein d'espoir. Stéphane Audibert a aujourd'hui 25 ans. Il est détenu depuis 3 ans.
Ce procès, où il encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion, est sa dernière chance de recouvrer sa liberté. 2 parties civiles sont constituées. Le service des pompiers du Var, représenté par maître Philippe Campolo, et la commune de Roquebrune, représentée par maître Sophie Picardo. La défense sera assurée par maître Florence Leroux-Gristi, Véronique Pigeon-Pereira et Éric Dupont-Moretti, déjà agacés avant même l'ouverture de l'audience. C'était du Moyen-Âge. Je suis sidéré. Sidéré. Il n'y a rien. Croire à l'injustice, moi, honnêtement, j'y croyais. J'ai un petit espoir encore. Il faut savoir que je ne crois plus en rien maintenant, quoi. Enfin, je croirai le jour où on me rendra mon fils, quoi. Là, je croirai réellement. Là, je pourrais dire, voilà, il est là avec moi. Je peux le serrer dans mes bras. Mais non. Parce que vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est une prison. Et d'être privé d'un fils, d'un frère, d'un neveu. Mesdames, messieurs, la cour. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. L'accusation sera soutenue par l'avocat général Michel Raffin. C'est ce magistrat qui avait déjà requis devant les assises du Var et c'est lui aussi, en tant que vice-procureur de Draguignan, qui avait représenté le parquet lors de l'enquête sur l'incendie. Les débats seront dirigés par le président Vogue. La Motte est un petit village typiquement provençal entre les gorges du Verdon et l'Estérel, très apprécié des touristes l'été. La forêt y est omniprésente et les habitants y sont très attachés. L'économie locale est essentiellement basée sur la viticulture, que se partagent plusieurs gros domaines sur lesquels travaillent de nombreux résidents de la commune. Pour tous, les incendies de 2003 représentent encore un cauchemar qu'ils ne sont pas près d'oublier. Voilà un ensemble de photos qui ont été prises par diverses personnes au moment du feu en 2003 à la Motte. Les quelques premières sont les seules faites au tout début. Et le feu doit avoir 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, au niveau des demoiselles et du geste d'Esclans. On voit bien les volutes de fumée qui partent très vite dans le sens du vent. Donc on voit la hauteur des arbres et la hauteur des flammes. On a une impression d'explosion par moment. Donc là, c'est aussi le feu qui remonte sur la colline du Rouet. Voilà les pompiers dans la fumée. Le soir, le vent se calmait et on pensait que le feu était arrêté. Et tous les matins, il a redémarré. Les dégâts après. Attisé par un fort Mistral, l'incendie de juillet 2003 s'est rapidement étendu vers l'ouest, dévorant tout sur son passage. Seules les parcelles plantées de vignes ont été épargnées. Le premier jour, en 3 heures, il a déjà parcouru une demi-douzaine de kilomètres, détruisant la forêt du Rouet et venant menacer les zones habitées de Roquebrune sur Argent. Il y a beaucoup plus de témoins, mais il a prévu à peu près le même emploi du temps. Mais on va commencer par les faits surtout. Bah ouais. La grosse différence, c'est qu'on va commencer par les faits. Et par la ils sont personnalité. exposés quand les faits? Ça va commencer là, tout puisque là, monsieur après Paul, je vais être entendu après la suspension. D'accord. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Face à la multiplication des incendies cette année-là, la gendarmerie crée un groupe d'enquête particulier baptisé Incendie 83 et dirigé par l'adjudant Polge. Celui-ci explique à la barre qu'il a été mis sur la piste de Stéphane Audibert par un petit groupe de personnes qui voyaient en lui, pour diverses raisons, l'incendiaire de la Motte. Les uns l'accusaient d'être un pyromane, les autres lui trouvaient un mobile vraisemblable.
L'enquête établit que le 28 juillet, Stéphane Audibert quitte son travail à la mairie de La Motte vers 17h30, puis qu'il rentre chez ses parents où il retrouve son père et un ami pour l'apéritif et d'où il passe un coup de téléphone à 17h43. Ensuite, estiment les enquêteurs, il n'a plus d'alibi, jusqu'à peu près 18h20. Or, un premier témoin a signalé l'incendie à 18h11. Les gendarmes en déduisent que Stéphane Audibert a pris son véhicule pour emprunter une petite route, le chemin des Pignatelles, qui passe juste derrière son domicile et qui permet de rejoindre quelques kilomètres plus loin le CD25, cette route départementale qui borde les domaines viticoles et qui surtout longe le lieu de départ de l'incendie. Arrivé en bordure du domaine des Demoiselles, Stéphane Audibert aurait alors pénétré dans les bois, puisque les gendarmes situent l'origine du feu à 10 voire 40 mètres de la route, et il aurait allumé l'incendie. Puis il serait remonté en voiture poursuivant sa route sur le CD25 sur 800 mètres, jusqu'à la maison de sa grand-mère. Il aurait ensuite fait demi-tour et serait revenu sur les lieux du départ du feu. Là, les gendarmes disposent de 2 témoins, 2 pompiers arrivés sur place pour tenter d'éteindre le début d'incendie. Les 2 hommes se souviennent du passage de Stéphane Audibert, mais le situent très approximativement vers 18h30, 18h45. Aucun témoignage direct n'implique donc le jeune homme. Devant la cour d'assises, pressé de questions par maître Dupont-Moretti, l'adjudant doit reconnaître les lacunes de l'enquête. Il doit également convenir qu'il n'a aucune preuve de l'origine criminelle de l'incendie, puisque les experts n'ont relevé sur place aucune trace d'hydrocarbures. L'audition de l'adjudant a duré tout l'après-midi. Les questions de la défense ont largement ébranlé les certitudes de l'enquête. Aucun élément objectif n'a été établi par l'enquête et par l'instruction pour affirmer avec certitude que cet incendie est un incendie volontaire. C'est absolument extraordinaire. Et on procède par l'absurde. Le gendarme dit « Vous n'avez pas trouvé d'hydrocarbures, ça ne signifie pas pour autant que c'est un accident. » Mais c'est pas ça la question. La question c'est comment vous, enquêteurs, vous démontrez que c'est un crime. Et ensuite, il est entendu en novembre pour des faits du mois de juillet. Et quand il se trompe de 10 minutes dans l'emploi du temps, ça devient une catastrophe. Parce que dans cette affaire, on n'est pas parti des faits pour trouver le coupable, on est parti d'Audibert, on le dit d'ailleurs dès le début, pour habiller finalement sa culpabilité. Et quels que soient les horaires, il est aux yeux des gendarmes coupable. Forcément, obstinément coupable. En cette fin de première journée, les jurés sont mal à l'aise. Si l'enquête soulève des doutes sur le comportement de Stéphane Audibert, elle ne prouve pas qu'il soit le coupable. L'audition des gendarmes n'a pas véritablement permis d'établir formellement la culpabilité de Stéphane Audibert. Les jurés comptent donc beaucoup sur cette deuxième journée d'audience qui doit disséquer les éléments à charge retenus contre le jeune homme. L'avocat général Michel Raffin sait lui aussi que cette journée constituera un tournant du procès. Il fourbit ses armes. Le premier témoin à charge est Claude Brandalac. Ce retraité est le président de la société de chasse du Bois des Demoiselles et il a eu des démêlés avec les Audibert. Le témoin numéro 8. Oui, des soupçons, j'en ai eu des soupçons, bien sûr. Si vous voulez, de ce qui s'était passé un mois avant, on pouvait faire une relation, comme la presse l'a faite d'ailleurs, à dire, bon, ben, peut-être que... Hein. Un accord liait les responsables de la chasse des Demoiselles à la famille Audibert. En échange de la participation de leurs chiens au battu, ceux-ci avaient reçu le droit de chasser gratuitement avec des invités. Mais un mois avant l'incendie, une querelle oppose les actionnaires de la chasse du Bois des Demoiselles à Yves Audibert, le père de Stéphane. On lui reproche de faire venir ses invités en trop grand nombre. Le feu ayant démarré dans ce Bois des Demoiselles, l'accusation estime avoir trouvé le mobile de l'incendie. Au départ, on avait dit que c'était gratuit.
et puis aussi pour ses amis qui l'amèneraient, mais j'étais loin de penser que, bon, qui dit amis, 5 ou 6, mais il fut un temps, parfois il y avait toute une équipe du MUI qui arrivait, ils étaient 20 ou 25 fusils. Alors 20 ou 25 fusils sur ma société qui avait 20 actionnaires, c'était... Hein, les actionnaires n'étaient pas là, c'était beaucoup de trop, c'était. Si on se penche dans le détail avec cette querelle de chasseurs, on y trouve quoi? On y trouve Yves Audibert qui n'est plus d'accord sur les conditions que la société de chasse du Bois des Demoiselles veut lui imposer, son président et quelques actionnaires. Voilà, c'est tout. On n'a pas relaté, par exemple, de faits de bagarres violentes ou même de mots violents échangés. Exclus des Demoiselles, les Audibert récupèrent leur matériel dans la forêt. Un agrès noir, un appareil servant à nourrir les sangliers, est enlevé quelques jours avant l'incendie. Une citerne d'eau, destinée à abreuver les animaux, est récupérée par Yves Audibert et un ami 1 heure seulement avant le déclenchement du feu. Stéphane Audibert, qui avait ce ressentiment parce que ce serait quelqu'un de vengeur, par tempérament, s'était aperçu que son père et M. Constantin avaient enlevé des lieux quelques semaines avant un agrès noir et le jour de l'incendie, une citerne. Et ça renforçait cette idée de mobile. Si vous voulez, mon attention a été attirée par... J'avais justement un actionnaire qui avait une caravane et qui était là et qui a vu la cuve partir vite fait avant que les flammes arrivent. Le second témoin à charge est le capitaine Guémard, responsable à l'époque des pompiers du MUI. Il connaît bien Stéphane Audibert, qui a travaillé dans sa caserne comme pompier avant de quitter ses fonctions en février 2000 à la suite du vol d'une lampe. Sur fond de clans et de rivalités internes, l'officier n'a pas de mots assez durs envers son ancien subordonné. Sournois, menteur, voleur. Il a voulu entrer chez les pompiers, donc il y a passé 2 ans comme stagiaire. Et il dit qu'il a mal supporté, qu'il ne s'attendait pas à ça du tout et que c'était une expérience difficile. Quand je lui ai demandé ce qui était difficile, il a expliqué que c'était l'autorité qui était difficile, qu'il fallait penser ou dire comme tout le monde et qu'il avait du mal effectivement avec l'autorité. Et il a été renvoyé chez les pompiers pour un petit vol de lampe. Et on sent quand il en parle qu'il n'a pas mesuré l'importance que ça pouvait avoir. Mais surtout, le capitaine Guémard est persuadé que Stéphane Audibert est un pyromane. À l'époque où le jeune homme travaillait à la caserne, le capitaine dit avoir remarqué que les incendies se déclaraient systématiquement alors que Stéphane Audibert était de repos. Le capitaine a établi un tableau comparatif qu'il juge accablant pour son ancien subordonné. Il y avait un certain nombre d'incendies qui figuraient au tableau du capitaine Guémard, des incendies dont lui attribuait la paternité à Audibert. Voilà. On prend en charge Audibert sur des faits pour lesquels un autre a été condamné. Bon, voilà, c'est ce que j'ai compris. L'auteur de l'un ou moins des incendies listés par le capitaine a en effet été identifié et condamné. Non, il est pas en tenue. Et puis il fait la gueule, Guémard, il était dehors tout à l'heure. Je l'ai vu, moi j'ai pas les mangeoires, il n'a pas les mangeoires. Il fait la gueule, il n'est pas tranquille, ils sont pas tranquilles. Je sais pas si t'as observé, Paul, il n'arrêtait pas de se tourner vers Raffin pour lui demander du secours. Et l'autre, il n'a pas secouru, t'as vu. Il n'a pas pu. Alors qu'en première instance, Raffin, il s'était plus mouillé que ça pour sauver la mise à poche. Et c'est pas tellement mouillé. L'avocat général, l'accusation, fait venir des témoins pour faire dire que Stéphane Audibert est un incendiaire pyromane connu, reconnu. Et ça, c'est quoi? C'est l'illustration quand même de la faiblesse du dossier principal, qui est quand même le feu du 28 juillet 2003, me semble-t-il. Pour la défense, la partie est loin d'être perdue. Les témoignages retenus par l'accusation n'ont pas suffi à faire disparaître les doutes soulevés par les lacunes de l'enquête. C'est aujourd'hui au tour de la défense d'abattre ses cartes. Pour établir l'innocence de Stéphane Audibert, il lui faut absolument lever dans l'esprit des jurés tous les soupçons que l'accusation a pu y faire naître. Pour cela, les avocats vont tenter de disqualifier définitivement l'enquête des gendarmes en montrant qu'elle n'a été bâtie que sur des rumeurs. Allez-y, vous prenez l'une des deux salles.
court. Dans leur village, les Audibert n'ont pas que des amis. Stéphane, surtout avec ses multiples petits larcins, traîne une réputation un peu trouble. La querelle de chasse suivie de l'incendie du Rouet a ravivé les souvenirs et enflammé les imaginations. La clameur publique et les confidences chuchotées à l'oreille ont sillonné les ruelles du village. Dans les petits villages, forcément, il y a plein de rumeurs qui courent sur tout le monde. Sur la place des Boules et au bistrot, il s'en dit des choses. C'est comme ça, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est un petit village de Provence. Dans le village même, Stéphane Audibert multiplie les bêtises. Il dérobe ainsi le téléphone portable d'un autre employé municipal. Sa mère rembourse la victime. Un peu une mauvaise réputation et entretenue un petit peu par une rumeur quand même au départ de l'enquête. C'est-à-dire que dans le village, les gens qui soutenaient un peu le domaine de chasse du Bois des Demoiselles disaient oui, peut-être Stéphane Audibert aurait pu en vouloir au Bois des Demoiselles et peut-être Stéphane Audibert aurait pu mettre le feu. Au sein de la société de chasse du Bois des Demoiselles, Stéphane Audibert est également soupçonné de plusieurs petits vols. Là encore, malgré l'absence de preuves, sa mauvaise réputation joue contre lui. Avant l'incendie, il était un petit peu rejeté par tout le monde du fait aussi de disparition de ses objets, de l'argent et tout ça. Moi, j'avais mis ma carabine sur un fauteuil avec une couverture dessus au moment de la reprendre. Et il a même été dans mon bureau pour prendre des cartouches. Non, c'était flagrant, ça. Il y a pas de... Pour toute cette série de rapines, en quelque sorte, vous aviez pensé à Stéphane Audibert? Ah oui. Oui, il y avait lui, les autres personnes sont des gens sérieux. La rumeur de l'implication possible de Stéphane Audibert dans l'incendie des Demoiselles parvient aux oreilles des gendarmes. Ceux-ci décident alors d'en faire un axe d'enquête et ils interrogent plusieurs témoins. J'ai entendu parler d'une rumeur qui venait directement de la gendarmerie, qui parlait avec d'autres personnes que je connais bien et qui chassait avec nous. Il est venu dire à mon père surtout, méfie-toi, ne chasse plus trop avec lui, écartez-le de la battue parce qu'il est très soupçonné d'avoir mis des incendies, quoi. Mais bien 15 jours, 3 semaines avant son arrestation, il y avait déjà, ça arrivait déjà de la gendarmerie. En fait, maintenant, avec le recul, j'ai l'impression plutôt que les enquêteurs ont trié parmi les rumeurs du village et ils ont choisi celle-là parce que finalement, autour de cette rumeur-là, ils ont pu construire une histoire qui tenait debout pour appuyer leur thèse. Mais en fait, ils auraient pu aller vers n'importe quelle autre histoire. Hein. Mais celle-là, c'était, semble-t-il, la plus crédible. D'abord, il faudrait se regarder soi-même avant d'impliquer un jeune dans cette affaire comme ça monstrueuse et où on a vraiment abîmé et je veux dire foutu en l'air la vie de mon fils, quoi. Parce que en attendant, tous ces gens-là, la vie continue pour eux, hein. On mange, on dort, on va travailler, on s'amuse, on rigole. Pendant ce temps que mon fils, il est enfermé depuis 3 ans, à ne plus rire, parce qu'il me sourit, oui, il nous sourit. Mais c'est plus le même sourire, hein. C'est plus le même sourire. Le deuxième axe de la défense va consister à montrer que la personnalité de l'accusé ne correspond en rien à celle d'un pyromane. Il a été élevé dans un domaine vinicole. Avec ses grands-parents, ils travaillaient, ses oncles et tantes, son père. Donc c'était vraiment son milieu. Il n'en est pas sorti d'ailleurs. Hein. Et il était très proche de la nature, ses loisirs, la chasse, les boules, les balades avec ses chiens. Oui, c'était un enfant implanté dans son environnement. La forêt, c'est ma vie, dit Stéphane Audibert au juré. Il passe en effet ses journées à parcourir les bois avec ses chiens. Ce qui conduira un autre expert à écrire « Il n'a pas réussi à l'école, il a réussi à la chasse ». L'une de ses anciennes petites amies résume le jeune homme par une autre formule.
il m'emmenait plus souvent voir les sangliers que danser en discothèque. La chasse, ça représente quoi pour lui? Tout. À ce moment-là, c'était tout pour lui. Il fallait absolument, il pouvait pas manquer un week-end. Il sortait le soir, il rentrait le matin tard, mais il fallait que quand même, il m'appelait, il me disait j'arrive un peu en retard, mais je viens, te fais pas de soucis, je suis là. Et il était toujours là, tous les samedis, tous les dimanches, il fallait qu'il soit là. Il ne fréquente pas les jeunes du village, il fréquente des gens plus âgés avec qui il est capable de lier des liens très forts et tout marche avec lui, avec l'affectif. Moi, je le considère comme si c'était mon petit frère, parce que moi, je suis quand même un garçon assez froid dans la vie. Et quand je fais rentrer quelqu'un chez moi, il sait où il y a l'argent, il sait où il y a les bijoux, c'est que j'ai entièrement confiance en lui. Autrement, chez moi, on ne rentre pas. Voilà. Une personnalité, on va dire, structurée normalement, sur un mode névrotique normal. Si ce n'est cette immaturité, mais qui n'a rien de pathologique. Et on peut espérer que Stéphane Audibert va mûrir et que certaines choses de son fonctionnement vont changer. Ce soir, les jurés connaissent mieux l'accusé. Mais la défense n'a pas marqué de point décisif. L'immaturité de Stéphane Audibert ne joue pas forcément en sa faveur. C'est une journée capitale pour la défense. Elle entend prouver que Stéphane Audibert n'a matériellement pas pu commettre ce que l'accusation lui reproche. J'aimerais qu'on voit que vous avez pris conscience, que vous n'êtes plus le gamin, que vous avez vu, c'est fini, c'est du passé, ça. Il y a ça, que vous êtes un homme qui souffre d'une injustice terrible. C'est ça qu'il faut faire passer. Il faut que la personne qui voit là, il se dise mais enfin, c'est impossible qu'elle ait mis le feu. Ce garçon qui est un peu fruste et qui est un peu direct, qui s'exprime, parfois maladroitement, on le voit mal mijoter comme ça un incendie volontaire 2 mois après. Ça ne colle pas du tout. Première étape pour la défense, établir l'origine réelle du feu, grâce à un nouveau témoignage qui vient contredire la thèse de l'accusation. Ce témoin capital, c'est Robert Ravotti. Il habite à moins de 800 mètres du départ du feu. Il n'y a pas eu d'enquête de voisinage, non. Non, je n'ai pas été entendu. Il y a eu appel à témoins sur les journaux, je me serais présenté. La première démarche logique d'un enquêteur, c'est de dire je vais frapper aux portes des gens du voisinage pour savoir si ce jour-là, ils ont vu quelque chose, ils ont entendu quelque chose ou est-ce qu'ils étaient sur place. Ça me paraît la première chose. Je me trouvais chez moi en train d'arroser le jardin et j'ai aperçu entre 18h et 18h30 une fumée blanche. À ce moment-là, je suis descendu chez la voisine qui était à 500 mètres de chez moi, en croyant que le feu venait de chez elle. Ça n'était pas le cas, nous sommes arrivés sur les lieux avec son fils Fabrice, et il y avait quelques amis avec eux. Et en arrivant sur les lieux, il y avait des personnes qui essayaient d'éteindre le feu avec des branches. Non, j'ai fait pareil. Et à ce moment-là, la voisine m'a dit qu'elle allait chercher les clés de son compteur à eau. Et de ce fait, je suis allé chercher mon tuyau d'eau avec lequel j'arrosais le jardin. Elle a ouvert avec ses clés le compteur d'eau, qui est le sien, et je me suis branché là, en face, le tuyau qui sort là. J'ai traversé la route, je suis arrivé ici, à peu près à 3 mètres de là, en gros, 3 mètres de là, par ici. Et voilà, et là, j'ai commencé à arroser le feu, pensant qu'il allait traverser. Voilà. Les flammes, elles étaient basses. Voilà. Puis après, c'est avec le vent qu'il a fait. Les gendarmes et l'avocat général ont pourtant toujours soutenu que le feu avait pris à l'intérieur du bois, ce qui pour eux excluait une thèse accidentelle. En première instance, il a été soutenu que le feu avait pris 40 mètres
à l'extérieur de la route, ce qui veut dire que c'est un feu qui est parti de l'intérieur du bois. Et là, tous les témoignages qui nous ont été faits à la barre, le président a dit bientôt ça va être sur le bitume. Non, mais le feu a pris en bordure de route, ce qui fait que la thèse de l'accident, c'est-à-dire du mégot, parce que ça a été aussi dit par un pompier, que un feu pouvait prendre avec une cigarette. C'est possible ça, puisqu'on est dans le domaine du possible. Ça, c'est possible. Deuxième étape pour la défense de Stéphane Audibert, démontrer qu'il n'a pas eu le temps de mettre le feu. La question de l'emploi du temps de Stéphane Audibert, elle est cruciale. Stéphane Audibert quitte son travail en fin d'après-midi, comme d'habitude, entre 5h et 5h30, rentre chez lui, et jusqu'à une donnée objective qui est un appel sur son téléphone fixe, n'a pas pu justifier autrement par un apéritif avec son père et un ami de son père à un moment donné, de sa présence chez lui. À 17h30, Stéphane Audibert quitte le hangar des services municipaux pour rentrer chez lui. À la maison, comme tous les soirs, il prépare la nourriture de ses chiens et nettoie le chenil. Puis il boit l'apéritif avec son père et un ami commun sur la terrasse de la maison avant de retourner s'occuper de ses chiens. À 17h43, depuis le téléphone fixe de la maison, il laisse un message de 26 secondes à son ami Jérôme Ambrosino, avec qui il doit prendre l'apéritif le soir même, vers 18h. À 18h19 et 18h20, Stéphane essaie de rappeler Ambrosino sans succès, toujours depuis le téléphone fixe. À 18h26, c'est Ambrosino qui joint Stéphane sur son portable cette fois. On a attaqué sur une conversation, je vous dis, pour une soirée que je devais passer chez lui. Et dans cette conversation, il est venu à me parler d'une fumée qui venait en direction du Rouet, quoi. Toujours au téléphone, Stéphane entend le 2 tons d'un camion de pompiers qui passe sur la colline au-dessus de chez lui, sur le chemin des Garassins. Intrigué, il s'avance sur le petit chemin et distingue, ce qu'il ne peut pas faire depuis la terrasse de la maison, une fumée au-dessus des arbres. D'après Jérôme Ambrosino, il est alors 18h29. Interrogés par la suite, les pompiers diront être passés aux Garassins vers 18h31. À aucun moment j'entendais comme si quand dans une voiture quand on se déplace, surtout on a souvent les fenêtres ouvertes, à aucun moment j'ai entendu du vent, du quoi que ce soit. J'entendais des personnes qui parlaient derrière. Pour moi il était chez lui avec son père et son ami comme il a toujours dit, quoi. Yves Audibert et son ami quittent précipitamment la maison pour se rendre sur les lieux de l'incendie. Stéphane reste au téléphone avec Ambrosino jusqu'à 18h36. Puis, il part à son tour pour se rendre directement chez sa grand-mère afin de vérifier qu'elle ne risque rien. Ce n'est qu'ensuite, toujours selon lui, qu'il se rend par le CD25 sur les lieux de l'incendie et qu'il rencontre les pompiers. L'accusation maintient que Stéphane Audibert ne se trouvait pas chez lui entre 17h43 et 18h30. Martine, sa mère, affirme avoir des raisons de croire son fils. Mon mari, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et là, il n'aurait pas été là, Stéphane, il l'aurait dit. Mais ceci dit, Stéphane était avec eux. Et moi, quand je suis arrivée, bon, mais évidemment, encore une fois, je peux dire n'importe quoi. On ne peut pas... Mais effectivement, ils ont été bel et bien dérangés parce que moi, quand je suis arrivée de mon travail, il y avait ces 3 chaises retirées avec ces 3 verres puisqu'ils buvaient une bière puisqu'il faisait chaud, notamment sur la terrasse, et on voyait qu'ils n'avaient pas fini leur verre et ils sont partis. Enfin. Personne ne sait ce que Stéphane Audibert a fait de 17h43 à 18h19. Il n'y a rien dans le dossier contre ce garçon. Et je répète d'ailleurs que la démonstration de l'existence même d'un crime n'est pas avérée. Non, moi j'ai le sentiment d'assister à un procès dadaïste. Tous les témoins ont été entendus. La journée s'achève sur les plaidoiries des avocats des parties civiles. Plaidant respectivement pour la commune de Roquebrune et pour le service départemental d'incendie et de secours, maître Sophie Picardo et maître Philippe Campolo se gardent bien de se prononcer sur la culpabilité de Stéphane Audibert, préférant insister sur la seule gravité des événements de l'été 2003. Tout au long de cette 4e journée, Stéphane Audibert a semblé faire preuve d'une grande sincérité. Les jurés paraissent douter de sa culpabilité. Demain, ils devront rendre leur verdict.
Cette dernière journée va s'ouvrir sur le réquisitoire de l'avocat général. Michel Raffin sait qu'il n'a plus que cette occasion pour tenter d'arracher un verdict de culpabilité. Jusqu'à présent, les réfutations et les objections de la défense l'ont laissé de marbre. Stéphane Audibert, lui, a conscience que cette journée est peut-être la plus importante de sa vie. Elle va en tout cas décider de son avenir. Faut pas craquer, hein. D'accord? Craquez pas. La journée commence par un coup de théâtre. Un témoin de dernière minute se présente à l'audience et demande à être entendu. L'irruption de ce témoin inquiète la défense. À tort, car Laurent Giordano s'avère être le premier arrivé sur les lieux de l'incendie quelques minutes après 18h et il confirme que le feu a pris au bord de la route. J'ai vu le feu naissant au bord de la route, entre 3 et 5 mètres. On est parti de suite à la première maison, le portable ne passait pas pour prévenir les pompiers. Voilà. Ce jour-là, c'était comment? Il y avait beaucoup de vent? Beaucoup de vent. Ça a pris de suite une grande importance. Voilà. Merci. Déjà, ce genre de témoignage, s'il avait été dit déjà dès le début dans les journaux, ce monsieur serait manifesté. Vous comprenez? Et il n'y a jamais rien eu dans ces journaux. Il n'y a eu que le mauvais dans les journaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le dernier témoin n'est pas vraiment un cadeau pour l'accusation. Dans son réquisitoire, l'avocat général n'en conserve pas moins sa ligne directrice. Stéphane Audibert est coupable. À défaut de preuves, Michel Raffin fait appel à la croyance raisonnable des jurés, estimant que l'accusé est suffisamment accablé par les éléments recueillis pour être déclaré coupable. Mais reconnaissant que les 12 ans infligés en première instance peuvent sembler sévères, il ne réclame plus qu'une peine de 5 à 8 années de prison. J'ai pas cru mes confrères quand ils m'ont dit que c'était le même avocat général qui avait requis en première instance. Il a demandé 13 ans en première instance, il demande 5 à 8 ici. C'est parce qu'il craint, évidemment, qu'il y ait un acquittement. Alors il veut une peine au bénéfice du doute. Et il vous explique, moi je n'ai jamais vu ça, qu'il requiert la culpabilité de Stéphane Audibert parce qu'il n'a pas d'alibi avéré. C'est un peu le monde à l'envers, non? Moi j'ai appris quand j'étais à l'université que c'était au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité. Et lui requiert la culpabilité parce qu'il n'a pas la preuve de son innocence. Mais c'est le monde à l'envers. Et ce réquisitoire est, comment puis-je le qualifier, surréaliste. Surréaliste. L'après-midi est consacré aux plaidoiries de la défense. Les 3 avocats savent que rien n'est encore joué. Il leur faut balayer les derniers doutes du jury. Florence Leroux-Gristi affirme qu'on ne peut pas forger une décision de culpabilité sur des hypothèses. Pour Véronique Pigeon-Pereira, Stéphane Audibert était le coupable idéal, que seule une mauvaise rumeur a envoyé devant les assises. Avez-vous aujourd'hui la certitude qu'il y a eu un crime ? Demande enfin Éric Dupond-Moretti aux jurés, en les mettant en garde. Si vous le condamnez, ne serait-ce qu'à 5 ans, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu la justice. Qu'est-ce que vous avez demandé aux jurés? Qu'ils appliquent nos règles. Et donc? Et donc qu'ils acquittent. Les 15 membres du jury, 6 femmes et 9 hommes, se sont retirés pour délibérer. Soit ils suivent l'avocat général en considérant que le faisceau de présomption de l'accusation est suffisamment solide et ils condamnent, soit ils considèrent, comme la défense, que les éléments d'accusation ne sont pas convaincants et ils acquittent.
Dans le palais de justice, la tension est palpable. Les proches de Stéphane Audibert se souviennent qu'en première instance, à Draguignan, leurs espoirs ont été réduits à néant lors de l'énoncé du verdict. Le jury a pris sa décision, l'audience reprend. La question de votre culpabilité, M. Audibert, la réponse est non. En conséquence, vous êtes acquitté de... Ça reste calme sur une enceinte de justice qui vous ordonne donc que vous soyez remis en liberté si vous n'êtes pas détenu pour votre cause. L'audience criminelle est levée. Je tenais à remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. À l'issue d'un délibéré de 3 heures, Stéphane Audibert est acquitté par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Il est ramené par des policiers à la prison de Luynes pour y être définitivement remis en liberté. Mais non. Je suis contente. J'y croyais pas. Moi non plus, mais j'y croyais plus rien à cette justice de malheur. Oh. T'as bien te le disais. La tête haute, Mino. C'est fini, mais là. Ça va redevenir comme avant. On veut gagner de partout. Mon petit frère. On va remonter à la maison maintenant.